Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Age of Theory, euh, un genre de format un peu podcast. On parle de différentes théories sur l'univers de Warhammer Age of Sigmar. La dernière fois, on avait parlé un peu des théories potentielles un peu récurrentes de la communauté, des questions qui revenaient souvent sur le chaos. Et cette fois-ci, on va parler de celles autour de l'ordre. Une fois plus, je suis accompagné de nos fidèles Drakix et Aurelius. Je suis très content de vous avoir encore une fois. Bienvenue, comment allez-vous? Bonjour Drakix, bonjour Elrit. Bah ça va bien et toi? Toujours un plaisir d'être là. Ça va, tranquillou. Bonjour tous les deux, écoutez, un grand plaisir d'être là à nouveau. Hâte de commencer les théories sur l'ordre en votre compagnie. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, allons-y dans ce cas. Déjà, l'une des questions un peu qui revient un peu souvent, dont je parle notamment, dont j'ai parlé notamment quelques fois sur la chaîne, mais ça a rendu curieux pas mal de gens, c'est le mandat d'Azir de Sigmar. Donc c'est quelque chose qui a été introduit très 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 récemment dans le livre de bataille des Éternels de l'Orage. Ça semble être un grand projet de Sigmar, son grand projet en fait pour combattre le chaos, et ça viserait en fait à réunir différentes parties des royaumes mortels, des 8 royaumes, pour créer un royaume unifié de magie ordonnée. Donc en somme, un royaume presque de l'ordre, de haute magie. C'est un concept qui était aussi introduit dans l'Ancien Monde, qui était du coup la haute magie, qui était la magie des hauts elfes, et aussi d'ailleurs les Slans manipulaient aussi cette magie, qui permettait un peu de mélanger tous les vents de magie de manière ordonnée, qui était opposée à la magie du chaos. Et la question, c'est qu'est-ce que pourrait donner du coup ce fameux royaume qui mélangerait des parties des 8 royaumes, selon vous? Alors le mandat d'Azir, donc quelque chose qu'on a eu récemment dans le lore quand même, comparé à d'autres théories. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable, sachant que nos 8 royaumes qu'on a actuellement, donc Azir, Akshi, Ish, Aish et compagnie, sont quand même des mondes continents, des mondes immenses, beaucoup plus grands qu'une planète si elle était à plat. Donc on parle quand même de réunir l'équivalent de la surface de plusieurs planètes Terre, en un seul monde gigantesque. Alors, les distances, rien ne serait que pour voyager, on a du mal à saisir ça dans AOS, mais les distances sont immenses. Les cartes qu'on a des continents où se passe l'action principale en ce moment sont gigantesques. Elles sont beaucoup plus grandes que des cartes de continents qu'on pourrait avoir sur la planète Terre. Réunir du coup toutes ces 8 royaumes qui ne sont pas des univers infinis, mais qui sont quand même immenses, pour moi compliquerait quand même encore plus le voyage dans AOS. Alors on a les portes royaumes, qui permettent d'avoir des raccourcis à différents endroits, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Alors ça permettrait d'avoir une bulle pour isoler les 8 royaumes du chaos quand même. Alors personnellement, ce n'est pas une théorie ou même un objectif que j'apprécie, parce que j'aime bien nos royaumes quand même. Et AOS c'est quand même un jeune univers comparé à d'autres, donc j'aimerais bien quand même que ça continue encore un peu. Alors peut-être que ce mandat d'Azir pourrait arriver sous une autre forme, à savoir peut-être des bouts des 8 royaumes assemblés ailleurs pour faire peut-être un 9e royaume, quelque chose d'unifié. Mais j'apprécie quand même nos 8 royaumes actuels, et j'aimerais pas que ça change trop vite quand même. Je sais que le lore d'AOS continue d'avancer et d'évoluer au fur et à mesure, mais bon. Oui, je rejoins Aurelius sur ce point-là. J'aime beaucoup ces 8 royaumes. C'est quelque chose qui est assez unique dans le Wargame. C'est un lore qui permet, ça permet au lore d'être très profond, parce que beaucoup de diversité. Donc moi j'aime bien en revanche l'idée de création d'un 9e royaume, le royaume ultime de Sigmar.
Alors, ce mandat d'Azir, concrètement, pourrait être un plan pour contrer le chaos de manière efficace, dans le sens où là, Sigmar, dans son royaume, commence à voir que ça pue un peu pour Azir. On voit bien que le chaos met en place, lui, son plan de son côté pour essayer d'enfoncer ce royaume. On en a parlé justement dans les théories chaotiques. Donc, Sigmar, voyant ça, veut recréer déjà la magie la plus puissante qu'il y ait eu, hein, la haute magie, et création d'un nouveau royaume qui serait inatteignable. C'est-à-dire que là, on sait qu'il a bloqué toutes les portes qui peuvent mener en Azir, mais si le chaos parvient à faire en sorte que ces portes soient de nouveau accessibles, bon ben voilà, Azir peut tomber. Donc, plan de secours, repli pour Sigmar, ses meilleurs combattants et tous ceux qui le méritent avec des guillemets, nouveau royaume où ils seraient toutes et tous hors d'atteinte du chaos. Voilà, moi j'aime bien imaginer ça un peu comme ça, de dire que c'est sa solution de repli parce qu'il sent que ça commence un peu à puer pour lui. Hmm. Effectivement, après aussi, peut se demander pourquoi est-ce que ce royaume ne serait pas atteignable par le chaos. Bah, le truc, c'est qu'en fait, ce fameux royaume un peu de haute magie, bah, ça fait un peu penser au vortex, en fait, de l'ancien monde. Justement, qui permettait d'empêcher les démons de rentrer. Alors la question aussi, c'est est-ce que ça rendrait juste ce royaume inatteignable par les démons ou en tout cas ça rendrait les royaumes un peu plus difficiles à atteindre pour eux. Ou est-ce que ce royaume protégerait vraiment un peu tous les 8 royaumes de manière plus sûre. Et aussi la question que posait Aurelius, c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que est-ce que ce serait tous les royaumes dans leur entièreté qui sont déjà assez énormes dans le lore, une vie mortelle ne suffirait pas pour voyager d'un bout à l'autre, donc ils sont assez grands. Par exemple, la map d'Akshi qu'on a équivaut à peu près à la taille de l'Eurasie, et c'est genre vraiment un centième d'Akshi. Donc on peut se dire que oui, bon, ça va être peut-être pas un centième, mais en gros, un seul royaume fait plusieurs planètes à lui tout seul en termes de surface. Et aussi, il y a aussi un petit côté un peu logistique, c'est que si les 8 royaumes fusionnent entre eux, créent un monde uni un peu avec toute la surface des 8 royaumes, où est-ce qu'il y aurait par exemple Ulgu et Ish qui servent qui permettent le jour et la nuit dans les autres royaumes. Donc comment est-ce que ça se passerait si les royaumes étaient fusionnés avec les autres? Je pense que ce serait bizarre. Donc clairement ce serait plus des morceaux de chaque royaume. Et puis il y a aussi le fait que les concepts des royaumes, la nature de leur vent fait qu'ils ont des lois physiques qui leur sont propres. Donc ce serait vraiment bizarre, ce serait compliqué un peu à équilibrer avec tout le reste. Il y a aussi un peu aussi le fait que chaque royaume individuellement grandit et réduit au fur et à mesure du temps. Donc leurs frontières ne sont pas fixes. Enfin, ce serait bizarre de les fusionner entièrement entre eux. Il y a pas mal de choses qui seraient compliquées, quoi. Donc je pense clairement que ce sera des morceaux, personnellement. Et qu'on aura peut-être un 9e royaume, en somme. Ou un genre de sous-royaume Oui. comme l'Omnipoint. Oui, c'est ça, c'est plutôt un sous-royaume de toute façon, parce que rassembler tous les royaumes, c'est pas possible, hein. Je pense qu'on se rejoint tous les trois là-dessus. De toute façon, c'est trop grand. Ça serait beaucoup trop compliqué à mettre en place, même pour la création du lore. Donc, un super royaume, je pense pas. Mais des bribes comme ça, à droite, à gauche, de morceaux de royaumes, notamment, pourquoi pas, des belles cités de Sigmar qui sont en proie au chaos. Des cités qui vont être détruites, qui peuvent être sauvées à la dernière minute. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ce serait des morceaux pour récupérer l'essence de chacun des royaumes. Et effectivement, un sous-monde, ça paraît complètement cohérent. Et après, pour rejoindre et pour reprendre un peu la première partie de la question que tu as posée, Elrit, non, effectivement, ce serait quelque chose qui ne serait pas atteignable parce qu'il n'y a pas de porte-royaume qui serait créé pour rejoindre ce monde-là, à part peut-être celle que Sigmar déciderait. Mais du coup, ce serait un royaume qui serait un peu hors d'atteinte. Et
et du coup qui protégerait pas tous les autres royaumes. Ça, je ne pense pas que ça protégerait les autres royaumes de l'invasion de démons, parce que pour le lore, ça me paraît compliqué après pour le chaos de revenir ou de trouver une faille. Il faut que ça y aille petit à petit, je pense. Donc moi, je vois bien un espèce de sous-monde tout comme l'Omnipoint, qui serait hors d'atteinte du chaos, mais pour sauver plutôt quelques morceaux de royaume, justement parce que le chaos s'étend. Bah, à ça, on peut imaginer du coup l'inverse un peu de l'Omnipoint. L'Omnipoint qui est le 8e mini-royaume des royaumes mortels, qui n'est finalement qu'une sous-dimension qui sert de carrefour à différents passages des portes-royaumes. Et pensez à du coup l'inversement proportionnel, un sous-royaume accessible de nulle part, via des méthodes un peu obscures que Sigmar aurait découvertes. Ah, c'est marrant ce que tu dis Et parce que. Vas-y. bah, c'est possible. On a déjà d'autres sous-royaumes. On a la cité, la ville-ville. Mhm. On a alors, puisqu'on peut parler de Shadespire qui est du coup un peu mis à part, pas pareil, mais bon. Mais voilà, on a d'autres dimensions, pas dimensions, mais d'autres espaces La parallèles qui se toile baladent. umbrale, par exemple aussi. La toile umbrale. La toile umbrale, j'ai vraiment envie de voir ça comme un. Je pense que là, par contre, univers parallèle marche mieux pour la toile umbrale. Hmm. Pas vraiment un sous-royaume pour moi. Un peu comme Mais la bon, on en parler plus. gisombre ou la féerie pour les royaumes oubliés, quoi. Une sorte de reflet un peu particulier. Exactement. Bah, la toile dans 40K finalement. Un peu aussi comme Encore le bon, chant spirituel des Sylvanettes, des sortes de lignes de vie un peu spirituelles en parallèle du monde physique, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, un parallèle. On va voir Be'lakor se baladant dans la toile umbrale, ramener un Primarque, on va rien comprendre. Oula, ça ce serait. Peut-être qu'un jour on aura un. Game Workshop se décidera, ou en tout cas les créatifs, les décisionnaires décideront peut-être de faire un crossover officiel, entre guillemets. Qui sait. Au-delà des démons du chaos. Mais aussi d'ailleurs pour le mandat d'Azir, il y a encore une autre option qui m'est venue à l'esprit. Et si en fait ce royaume de haute magie deviendrait un royaume de l'ordre opposé au royaume du chaos, dans le sens où ce serait pas un 9e royaume mortel, ce serait pas un endroit où les mortels vivraient, mais ce serait un endroit qui deviendrait en fait, qui serait créé dans une sorte de dimension parallèle dans l'immatériel, comme le royaume du chaos en fait. Ce serait un royaume de l'ordre, comme le royaume du chaos, qui serait encore en parallèle, un royaume en fait immatériel, tout simplement, un autre, où les dieux de l'ordre en fait deviendraient des entités, un peu comme sont les dieux du chaos, mais pour l'ordre. Je trouvais ça intéressant, et d'autant plus qu'on commence à avoir justement des démons de l'ordre qui apparaissent notamment dans les croisades de Fort, par les créatures qu'on appelle les gargouillants, qu'on peut voir notamment dans les cités Tigmar. Et je me dis que ce serait pas déconnant en fait, du coup ce serait moins l'idée de prendre des morceaux des royaumes, mais plutôt d'utiliser l'énergie des 8 royaumes pour créer une nouvelle dimension, un royaume de l'ordre. Oh. Totalement du coup un royaume qu'on pourrait imaginer peuplé par des Stormcast, des Éternels, qui sont l'équivalent des démons de l'ordre. Finalement, ils peuvent mourir et revenir. Alors, il y a une fin, c'est pas non plus parfait, mais c'est ce qui pourrait se rapprocher le plus à des démons de l'ordre. Qui serait peuplé de dieux, peut-être les séraphons aussi pourraient être à cet endroit-là. Ça se trouve, tout faisait partie Exactement. du grand plan, bien sûr. Bien sûr. Tout était prévu. Les skins que l'on vu. Mais en vrai, c'est peut-être ça, hein, le truc. C'était écrit dans la pierre, il y a des éons par les anciens, ils avaient tout prévu. Bah, en vrai, maintenant que j'y pense, ce serait le juste milieu, le mieux possible, quoi. Ça ne nous supprimerait pas, en fait, le développement des 8 royaumes, et ça apporterait quelque chose en plus, une sorte de nouvelle dimension. Ça apporterait, en fait, une nouvelle dimension un peu au grand conflit des royaumes mortels, entre, du coup, l'ordre et le chaos. Pourquoi pas, c'est quelque chose où on pourrait voir le Sigmarabulum débarquer. Donc vraiment l'usine,
Là où L'anneau les autour éternels un de... peu ont. Ouais, l'anneau autour du noyau du monde qui fut. Qui sert de. En fait, c'est une station spatiale, on va pas se mentir, Ah oui, autour complètement. d'un cœur de planète. Qui pourrait du coup être transporté là-bas, hors d'atteinte finalement du chaos. Même si du coup des incursions dans les royaumes du chaos sont possibles. On a déjà eu avec les chevaliers sanctifiés dans un roman, Le Jardin de la Peste, de mémoire. Il y a Celui-là. ça aussi, le mandat d'Azir de Sigmar, il pourrait en fait concentrer la magie des 8 royaumes dans le noyau de Malus pour servir de réceptacle et de matériaux, un peu de matière première à son royaume de haute magie un peu. Et du coup récupérer des bouts de tous les royaumes et les placer en fait sur le noyau de Malus pour recréer un monde. Oh. Ah, ça marche vraiment bien. C'est bien joué, ça. Bah, du coup, je sais pas si vous avez encore cette en tête, cette carte qu'un fan a fait, qui regroupe toutes les cartes qu'on a d'AOS des différents royaumes en une seule. Ouais. Comme une Là, c'est projection pareil, de. il avait pas pris les royaumes entiers, non, je crois pas. Non, seulement les continents qu'on a mappés. Oui, c'est ça. Ok. Donc, mince, je l'ai plus du coup sous les yeux. Zut, elle est où? Elle est là. On peut voir Azir au-dessus, il a mis les 8 points en dessous. Et dessus, on a les différents continents qui sont mappés pour l'instant. Alors, on n'a pas encore de carte d'Azir à proprement parler. Peut-être un jour. Mais ça pourrait être une idée, on reprend Malus et on refait un monde autour. Je me souviens d'avoir vu ou lu quelque part que le monde qui fut, c'était l'équivalent à 2 fois la superficie de notre planète Terre. En gros, c'était 2 fois plus grand. Hmm. Donc plusieurs continents de la taille de l'Eurasie dessus, c'est pas déconnant. Il y aurait la place du coup. Ah, effectivement, ça pourrait être le... Ça pourrait correspondre. Je me rendais pas compte que c'était si grand, mais c'est vraiment impressionnant. Je crois que c'était, je sais plus où j'ai vu ça, je crois que c'est peut-être une vidéo où il calculait les distances de voyage en fait, et à partir de ça il l'appliquait à notre monde, et vous voyez qu'en fait les distances étaient 2 fois plus grandes que chez nous. Bah ma foi, je pense qu'on a un peu fait le tour un peu de nos idées. Je vous propose de passer à la prochaine question. Allez, c'est parti. Alors la deuxième question, elle est autour du coup des pyrotueurs, plus spécifiquement de Grimnir. Donc pour rappel, un peu suite à son combat en fait contre Vulcatrix, la mère des salamandres, la mère des Magmadroth notamment. Cette déesse animale et Grimnir se sont entretués, ont un peu leur essence divine un peu ont explosé et se sont entremêlés et ont créé potentiellement l'Ur-Or du coup, la substance que les pyrotueurs cherchent et du coup transforment en runes qu'ils apposent en fait dans leur peau, et en se battant, les pyrotueurs libèrent cette essence et sur le long terme, ils espèrent en fait ramener leur dieu Grimnir qui est mort. La question aussi, c'est que cette essence qui est libérée, c'est peut-être aussi celle de Vulcatrix. Et donc, une question qui revient souvent, ce serait que va devenir en fait les essences libérées de leur or, quel pourrait être en fait le résultat final, selon vous? Alors du coup, l'Uror des pyrotueurs, quelque chose de très important pour eux, qui finalement est la quintessence de leur faction. Et cette faction étant liée à Grimnir, du coup, on peut s'attendre à peut-être un retour de Grimnir sous quelque forme que ce soit via l'Uror, d'une manière ou d'une autre, à plus ou moins long terme. Alors, il y a on peut citer du coup Gotrek qui possède une rune de puissance sur lui, quelque chose de la plus puissante rune qui existe de mémoire, qui, certains l'espèrent parmi les pyrotueurs, pourrait apporter le retour de Grimnir. D'une manière ou d'une autre, est-ce que du coup Gotrek deviendrait un avatar de Grimnir? Est-ce qu'il se réincarnerait en Gotrek? Tout reste à voir, on va voir un peu ce que ça va donner. Mais il y a du coup Vulcatrix dans l'équation. Et certainement que l'Uror n'est finalement que le mélange des sangs de Grimnir et de Vulcatrix. Donc si jamais Grimnir revient d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un retour d'un dieu hybride nain salamandre? Qui pourrait être intéressant, mais
intéressant, rigolo, et donner du coup une figurine sous quelque forme que ce soit via le dieu directement, son avatar, où on aurait un hybride de nain à écailles avec une tête de salamandre et une queue de lézard enflammée qui viendrait. Donc ça pourrait donner quelque chose de très intéressant. Qu'on a du coup des descendants de Vulcatrix qui servent de monture aux pyrotueurs. Donc vraiment avoir cette symbiose finalement entre les deux espèces jusqu'à dans leur divinité. Ouais, je te rejoins Aurelius, hein. Je partage cet avis-là sur... alors j'aime bien le mot que tu utilises, symbiose, ça correspond vraiment à ce que j'ai en tête. J'imagine bien, donc au moment de la libération de cette énergie, bah, bien sûr, ils ont passé toutes ces années, tous ces moments prisonniers ensemble. C'est obligé qu'une... Enfin, obligé. Si jamais une figurine sort, qu'il y ait cette symbiose justement qu'on retrouve à travers la figurine. Alors ça peut être un nain élémentaire de feu. Bon, après les élémentaires c'est un peu plus classique, donc moi personnellement ça m'embêterait un peu. Mais par contre le nain salamandre, l'espèce de centaure nain salamandre, ou je sais pas, enfin les possibilités sont grandes pour la figurine, mais vraiment un hybride nain salamandre de feu, ce serait exceptionnel. Rigolo aussi pour reprendre tes mots. En termes de lore, effectivement, on pourrait avoir un enrichissement des peu de kits qu'on retrouve chez les Fire Slayer, hein. Descendants de Vulcatrix, effectivement, pour des montures, ce qui ramènerait un peu de mobilité, parce qu'il en manque cruellement, hein, si on parle un peu plus au niveau du jeu. Sur le jeu Fire Slayer, on manque de mobilité, et ça apporterait, hein, pourquoi pas, du tir aux nains, donc en tout cas pour les Fire Slayer, parce que les autres nains en ont bien sûr, du tir avec des salamandres qui peuvent cracher du feu ou autre. Donc voilà, on a vraiment une possibilité assez... on a vraiment un large choix sur ce qui peut se passer. Maintenant, à voir comment ça va sortir. J'aime beaucoup les termes que tu as utilisés sur symbiose et rigolo. J'aimerais vraiment que ça se passe comme ça en tout cas. Là, ce serait intéressant d'avoir une divinité un peu hybride. Ça fait un peu penser à Gorkamorka, justement. Un Gorkamor qui fusionne entre eux. Avoir quelque chose de similaire, ce serait intéressant en vrai. Pourquoi pas. Un nain, un nain salamandre géant qui se balade sur le champ de bataille. Ah, pourquoi pas, hein. En vrai, il leur faut un peu de nouveauté quoi pour les pyrotiers. Clairement, ils en ont C'est besoin. sûr. Il faudrait que ça bouge parce que sinon, il y avait un peu toutes ces rumeurs comme quoi peut-être qu'ils allaient pas avoir de nouveaux Battletomes. Mais d'après les rumeurs engine qu'on a eues là dernièrement, bah non, il semblerait que il y a quelque chose qui tease les pyrotueurs, donc ce serait étrange quoi, qui n'est pas leur propre faction. Donc à voir, hein. À voir, mais ce serait très intéressant en tout cas. À voir du coup si cette divinité arrive. Est-ce que l'Aurore aura autant d'importance pour la faction pyrotueur? Est-ce qu'elle pourra utiliser un peu cette source d'énergie pour briller sur les champs de bataille, littéralement et figurativement? Mm. À voir, est-ce Euh, qu'ils auront vraiment besoin de tout l'Aurore disponible? Est-ce qu'ils pourront continuer à l'utiliser sur eux? Ça aussi sera des questions. Peut-être qu'il va Voilà. arriver un moment où ils ont suffisamment libéré d'essence pour que genre des avatars, un avatar genre peut-être fusionné ou des avatars séparés, les deux divinités pourraient commencer à apparaître. Mais ils continueraient peut-être encore à utiliser l'Aurore pour finir totalement un peu de libérer les essences divines. Et peut-être qu'un jour ils auront un peu tout réuni quasiment et peut-être que ça va changer un peu leur culture. Peut-être qu'ils vont avoir une évolution. Intéressant. Mais Alors, est-ce que l'Aurore pourrait pas même être amenée à disparaître au moment où Vulcatrix et Grimnir seraient libérés? L'Aurore serait consommée complètement et ne délivrerait plus d'énergie en soi. Donc peut-être que la création, enfin la libération, et donc qui amènerait une potentielle création de plein de créatures, n'épuiserait pas effectivement l'Aurore. Peut-être, ouais. Dans ce cas-là, on aurait vraiment une grosse transformation de leur culture. Et mine de rien, ce serait un gros changement pour eux, parce qu'on le rappelle, eux, les pyrotueurs sont là depuis genre presque le début de l'âge des mythes, le tout début de l'âge des mythes. C'est une des factions les plus anciennes
Donc ce serait un gros changement quoi pour eux. Et alors, je me souviens d'un livre où Tipi Roture voulait rassembler le plus d'horreur possible pour la mettre dans la rune de Gotrek. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à jouer avec ce personnage, du coup, où son sacrifice pourrait ramener Grimnir? Ce qui permettrait de lui offrir une porte de sortie d'AOS, puisqu'à à voir s'ils veulent le garder ou non dans notre univers, parce que c'est comme un personnage qui vient du monde qui fut. Est-ce qu'il pourrait lui offrir une porte de sortie comme ça? Est-ce qu'il servirait d'avatar pour Grimnir? Qui sait? Bah en fait j'ai l'impression Gotrek a toujours été un peu une sauvegarde de Grimnir en un sens. C'est un peu tout ça ça qu'il représente presque. Peut-être effectivement il a une rune majeure de Grimnir, donc il a un rôle effectivement, la rune qu'il porte a une grosse partie de l'essence de Grimnir et par extension peut-être Vulcatrix. Donc il aura peut-être un rôle hein, justement pour finir justement la libération de l'essence divine. Après, je pense pas que ça nécessite forcément qu'il meure, selon moi, parce que le plan un peu des Pyrotueurs avait été mis en mouvement bien avant que Gotrek n'arrive dans les royaumes mortels à l'âge de Sigmar. C'est vraiment il est arrivé des milliers d'années plus tard. Euh, Peut-être qu'il pourrait hériter entre guillemets de l'essence de Grimnir et devenir le nouveau Grimnir. Peut-être. Qui sait. À voir. À voir. Ouais, ça me semble cohérent, hein, parce qu'il a encore un rôle à jouer. Si effectivement il porte cette rune et si on veut finaliser l'intérêt qu'il présente dans les royaumes mortels, ça me paraît cohérent qu'il devienne un peu le réceptacle de toute cette énergie de Grimnir et Vulcatrix. Et on aurait un Gotrek nain salamandre hybride. Peut-être qu'il deviendrait enfin un dieu ancêtre. Après tout, Grand Ah Bredal ouais, est la plus ou classe. moins devenu un dieu ancêtre à AOS. Donc, Poser la figurine de Gotrek sur table, ça signifie poser une salamandre de feu naine incroyable. à voir, à voir. Bah, ma foi, on peut passer à la prochaine question. Euh, Alors, la question est autour du coup de nouvelles informations qu'on a eues autour d'Ashut. Donc, on reste un peu dans le thème du panthéon Khazali, du panthéon des Douardins, des nains. Et en fait, dans les dernières histoires un peu qu'on a eues, même si, bon, du coup, on a eu un texte un peu d'une propagande du côté d'Ashut, donc la véracité des informations est à prendre avec un grain de sel, on va dire. Et ce serait en fait sur comment Valaya a disparu. On aurait une information. Apparemment, elle aurait marché sur Urzorn, du coup, la grande forteresse d'Ashut à Gur, le royaume des bêtes. Et lors d'une grande bataille, où la plupart du Panthéon Khazalid étaient présents, Grimnir et Grogny n'étaient pas là car ils s'étaient enchaînés eux-mêmes suite à des machinations d'Ashut pour les rendre fous. Mais Valaya et Gazul et d'autres membres du Panthéon étaient là, et durant cette grande bataille, Ashut était apparemment très puissant, vu que c'est pas seulement un dieu en 7, c'est aussi apparemment, en tout cas c'est potentiellement un dieu en 7, c'est pas encore sûr à 100%, mais en tout cas on sait que c'est un dieu du chaos, quoi qu'il arrive, et donc il a été très puissant, il a blessé de nombreux membres du Panthéon Khazalid, jusqu'à ce que Valaya, du coup, la déesse un peu du Panthéon, a réussi à faire quelque chose d'horrible apparemment, de complètement déshonorant d'après les écrits. Encore une fois, c'est du point de vue d'adorateur d'Ashut, et si horrible dont on ne doit pas le prononcer, et elle aurait du coup réussi à briser l'essence physique, du coup la forme physique d'Ashut, et elle aussi, par la même occasion, aurait été... sa forme physique aurait été détruite. Donc la question c'est qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour vaincre Ashut, selon vous? Alors, du coup, c'est C'est Ashut éduction. qui... Peut-être. Bon, faut en discuter. Dans cette, dans cette nouvelle, qu'on a du coup du point de vue des écrits des nains du chaos, donc c'est vraiment de leur point de vue dans l'univers, Valaya aurait mené du coup la résistance naine avec certainement les autres dieux ancêtres, donc notamment celui de la mort dont j'oublie toujours le nom. Gazul? Gazul, voilà.
certainement d'autres, parce qu'ils sont pas 4 non plus dans le Panthéon nain. Donc elle a Ah, il y en a mené le beaucoup. combat contre Ashut, et sans Grungni et Grimnir, du coup, et aurait fait quelque chose de déshonorant contre lui pour arriver à le vaincre, en fait. Or, ne serait-ce que dans ses écrits du point de vue des nains du chaos, ces écrits donnent un regard assez tendre de Valaya, malgré ce qu'elle fait. Donc, on sent que Ashut avait, si ce n'est un faible, avait de l'affection pour elle. Parce que que dans ses écrits donnés à ses fidèles, il la dépeigne sous un jour quand même assez positif, quand même. Autant que Il y c'était avait quand assez même de biaisé, l'affection quoi, pour elle. comme texte. Voilà. Et même dans ce texte biaisé, elle est dépeinte sous un jour assez favorable. Donc, et pour qu'il n'ait pas envie finalement, parce qu'il dit c'est que déshonorant, faut pas en parler, il n'a pas envie d'en parler, c'est quelque chose dont, à mon avis, il n'assume pas, il a honte. Et à mon avis, il y aurait peut-être un côté un peu de séduction, où elle aurait, d'une manière ou d'une autre, réussi à l'attendrir et à soit lui faire un sale coup, soit à le raisonner. Donc, est-ce qu'elle aurait tenté de le charmer pour réussir à l'atteindre et lui planter un couteau dans le dos? Et ça serait quelque chose de déshonorant, ou est-ce qu'elle aurait réussi à le convaincre d'arrêter ses bêtises, ou à quelque chose d'autre, un marché, tu arrêtes et ensuite, je sais pas, je deviens tienne, ou comme du genre. Ce qui pourrait expliquer du coup sa disparition dans le lore actuel. Aujourd'hui, on ne sait pas où est Valaya. Et on parle aussi de la destruction de l'enveloppe physique d'Ashut. Donc, ce qui impose une explosion, donc leur fusion aussi à tous les deux. Alors, Ashut existe toujours et a toujours finalement une influence sur ses fidèles aujourd'hui. Normalement. Donc, est-ce qu'il la tient prisonnière quelque part en mode trophée On peut se poser des questions. Est-ce qu'il il aurait simpé pour elle et ne voudrait pas l'assumer devant ses fidèles? Peut-être. Ouais, il voudrait peut-être pas montrer de faiblesse. Il se serait fait un peu charmer, même sans qu'elle le veuille. Il serait, oui, tombé sous son charme comme ça. Et au final, elle a essayé de le raisonner. En fait, tout simplement, il aurait eu une faiblesse et il ne voudrait pas le montrer aujourd'hui à son peuple. Alors après, elle, où elle est, bah, effectivement, hein, plusieurs théories. La retenir prisonnière, pourquoi pas. Après, s'il est vraiment tombé sous son charme, je crois pas que ça puisse être comme ça. Est-ce qu'elle serait morte après en voulant prendre la défense ou de quelqu'un d'autre? Ça peut aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui veut cacher, quelque chose que son peuple ne sait pas, parce que sa volonté est de vouloir le camoufler. Et moi, j'imagine bien le fait de ne pas vouloir montrer cette faiblesse qu'il aurait eue en tombant sous son charme. Donc ouais, peut-être qu'elle aurait un peu exploité son faible pour elle, qu'elle aurait tenté un peu de faire d'essayer de faire une pseudo trêve pendant la bataille, et qu'elle en aurait profité vu que les options manquaient. C'est une possibilité. Le fait que Ashut l'aurait peut-être enfermé un peu dans le rythme du chaos, un peu à la même manière que dans Karanka, Norgul a enfermé Isha, peut-être, ce serait intéressant. Après, sinon, si son essence s'est brisée, ça pourrait rejoindre un peu la théorie un peu qu'il y a autour de Grogni. Grogni, on sait qu'il s'attelle à un grand projet depuis plusieurs siècles, et il pourrait être justement de réunir en fait les fragments de l'essence de Valaya pour la ramener. Après tout, c'est ce que font les pyrotueurs pour Grimnir, donc c'est peut-être aussi possible pour Valaya. Et après, sinon, il y a aussi la possibilité, comme l'a dit Aurelius, que peut-être que, vu que les dieux se sont détruits un peu mutuellement à peu près au même moment, peut-être que leurs essences s'est mélangées, et à ce moment-là, en fait, Ashut, ce serait aussi en partie Valaya, ce qui serait sacrément tordu, et ça ferait beaucoup de mélange de dieux, mais ça pourrait être aussi intéressant, quoi.
À voir un peu ce que ça peut donner. Je le vois bien un shoot en mode Jabba le Hutt et Leia l'avoir un peu En pitié, il passe cette à image ses pieds. mentale. C'est un grand bonhomme moche nuage là pour l'instant. Bon, peut-être qu'il la tient prisonnière, peut-être que voilà, et lui aussi cherche à la ramener d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce serait elle, une autre finalement, ce serait une autre forme, parce qu'on a la lure or, l'éther or, on aurait une troisième forme d'or, et en fait, ce serait ça l'essence de Valaya. Peut-être. On aura sûrement plus Et d'infos sur le livre de bataille des Forges en Fer. oui, de toute façon, il va falloir attendre ce bouquin-là, on en saura plus. Mais pourquoi pas une autre possibilité plutôt qu'un vilain pas beau comme Jabba, ça pourrait être l'opposé. Pourquoi pas quelque chose alors un peu plus à la Severus Rogue, un amour un peu impossible, quelque chose qu'il ne peut pas divulguer. Ça, j'aimerais bien que ce soit peut-être quelque chose de plus comme ça, quelque chose d'un peu plus poétique entre guillemets, quelque chose d'un peu plus dramatique vis-à-vis de Valaya, plutôt qu'une simple trahison, parce que ça, enfin, pour un dieu du chaos, ce serait presque trop facile si c'était juste une trahison, quoi. J'aimerais vraiment quelque chose d'un peu plus profond, un peu plus dramatique, quelque chose qui est vraiment blessé à shoot, quelque chose qui lui, enfin voilà, quelque chose qu'il ne puisse pas divulguer aujourd'hui. Alors comment l'amener après, c'est toujours la même question, hein, mais voilà, j'aimerais bien en tout cas personnellement que ce soit quelque chose d'un un peu plus poétique qu'une trahison. Ah, peut-être que par exemple, elle aurait pu peut-être Parce que c'est vrai que Gazul est mentionné. Je sais pas, par exemple, elle aurait peut-être pu se suicider, entre guillemets, pour, pour faire en sorte que, vu qu'on sait que Ashut voulait la voir, peut-être qu'elle voulait justement lui priver de ça, ce qui l'aurait rendu vulnérable et aurait permis peut-être à Gazul, ou par exemple, ou un autre dieu du panthéon Khazélite de l'abattre. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui semble être un peu tabou dans la culture khazalide. Donc c'est intéressant quand même. On verra ce qu'il en est. Ma foi, Ça reste, vas-y. ça reste quand même un dieu du chaos, donc un dieu du chaos qui a finalement dans sa plan de conquête du monde s'est fait avoir parce qu'il avait un crush sur une divinité adverse. Ça le fait pas trop face aux autres dieux du chaos aussi. Il veut pas perdre la face. Encore une fois, ouais, son texte, c'était de la propagande, quoi. Il aime bien réécrire l'histoire pour s'élever, quoi, aux yeux des mortels. Ouais, complètement. Hâte d'avoir la réponse de tout ça, hâte d'avoir le dénouement et voir ce que Games va nous pondre. Ouais, toi aussi. Le pire, c'est que je pense qu'ils vont garder ça secret et on n'aura pas la réponse tout de suite. Ah, c'est peut-être quelque chose aussi qui va rester un peu en suspens pendant un moment. Hein. Ça se trouve, ce sera pas dans le BT des Forges en Fer et ce sera peut-être dans le BT futur de la faction de Grogny, qui sait. On verra. Hein. Ma foi, pour la prochaine question maintenant, donc on a pas mal parlé des dieux nains, maintenant parlons des dieux elfiques. En la présence du coup de Tyrion, Teclis et Malérion. Et la question qui revient souvent, c'est quand Malérion va enfin revenir un peu en premier plan, va décider d'agir directement, beaucoup de personnes se demandent si naturellement il va être opposé à Tyrion et Teclis, qu'on va voir les dieux, les dieux elfiques du royaume de l'ombre et de la lumière en conflit, qui sera un peu le reflet justement de l'ancien conflit des hauts elfes et des elfes noirs, des Druchis. Et sachant tout de même que jusqu'ici ils ont été alliés depuis des millénaires, depuis le tout début de l'âge des mythes, mine de rien. Ils ont ensemble capturé Sanesh, le prince des excès. Ils ont capturé un dieu majeur du chaos, et disons que l'assurance qu'ils coopèrent ensemble permet en fait de maintenir ce dieu du chaos enfermé. Donc ils ont
pas forcément intérêt à se battre entre eux, ils ont tout à perdre. Mais beaucoup se demandent si on va justement avoir cette ancienne rivalité, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ma part, j'espère que ce sera pas le cas. On l'a déjà vu et revu à Battle. J'aime bien cette alliance. J'aimerais bien que ça persiste. Hem donc pourquoi pas alors par rapport à ta question sur la réapparition de Malérion, bon, bah, déjà avec les Umbranet, ça ce serait le moment opportun et pourquoi pas l'apparition de ce BT, pendant, la contre-attaque du chaos. Probablement même, pour être plus précis, pendant la libération de Slaanesh. Donc, comme on l'a dit à la précédente, aux précédentes théories pour les théories chaotiques, pourquoi pas Slaanesh qui se libère pendant qu'Archaon enfonce le royaume d'Azir, ce qui permettrait donc déjà l'ajout de cette nouvelle figurine de Slaanesh. Et là, on verrait la coopération de tout le panthéon elfique pour contrer cette libération. Ça me paraît pas mal cohérent. Donc plutôt une alliance qu'un nouveau conflit entre les deux. En tout cas, j'aimerais que ça soit comme ça, puisqu'on a déjà eu ce match durant Battle plus d'une fois. Donc ouais, cette espérance pour ma part, en tout cas, qu'il y ait toujours cette alliance pour contrer le chaos au moment où il commencera à percer les portes d'Azir. C'est sûr. Là, l'alliance qu'on a avec les elfes, c'est de la survie. Si jamais Slaanesh se libère, elle est entre deux royaumes principalement elfiques, même si pas que. Et la majorité des elfes sont à Aish et à Ulgu. Ça va être buffet à volonté 2.0. Surtout qu'elle elle aura eu le temps d'avoir faim entre temps, là, coincée, attachée entre deux royaumes. C'est catastrophique pour les deux races elfiques. Les Idonets aussi certainement dans une certaine mesure, parce qu'une fois qu'elle aura fini les Luminettes et les Zumbranet, ça va être bon bah attendez, il y en a encore sous l'eau, attendez j'arrive. Donc c'est catastrophique, ça serait catastrophique que Slaanesh se libère pour les elfes, donc à voir comment ils pourraient contrer ça. Est-ce que la libération de Slaanesh pousserait Malérion à dévoiler un peu ses atouts et à vraiment s'allier corps et âme avec Théoclis et Tyrion contre Slaanesh? Est-ce que cette alliance sera mise à mal par sa mère, la déesse Moraticane, qui sert un peu de casse-bonbon finalement dans la faction de l'ordre? Elle prend des villes, elle attaque des factions de l'ordre et tout et tout. Sigmar était à deux doigts de lui faire sa fête quand même quand elle a pris Anvilgarde. Donc est-ce que pareil elle va essayer de miner un peu les projets de son fils, qui ne la porte pas vraiment dans son cœur non plus, faut le rappeler. C'est à voir comment ça va se dévoiler. Est-ce que justement elle va réussir à mettre le bordel entre les trois autres divinités elfiques? Et est-ce que justement c'est ce conflit qui pourrait amener la libération de Slaanesh, qui du coup induirait une alliance de nouveau contre sa divinité majeure et renforcerait finalement l'alliance du royaume de l'ombre et de la lumière? Bah, personnellement, elle a des ambitions, clairement. Elle les a obtenues. Elle cherchait à devenir une déesse depuis très longtemps, maintenant elle en est une. Mais j'ai jamais douté le fait qu'elle cherchait à combattre le chaos, jusqu'ici. Qu'elle cherchait pas à combattre le chaos, pardon. Donc je pense pas forcément qu'elle cherchera un peu à monter Tyrion et Malérion les uns contre les autres, au risque de fragiliser justement les royaumes contre le chaos. D'autant que je pense qu'elle a une haine viscérale contre Slaanesh après ce qu'elle lui a fait. Donc personnellement je pense vraiment pas qu'on va avoir de nouveau en fait cet ancien conflit entre les elfes des ombres et les elfes noirs. C'est comme l'a dit Drakik, c'est un peu revu et revu. Et au contraire, peut-être qu'il s'allierait contre effectivement la potentielle libération de Slaanesh. Et ouais, en fait, Malérion, personnellement, je trouve que
il... Il a l'air en fait de peut-être essayer de plus se rapprocher spirituellement un peu de son père, justement d'Aénarion. Et c'est con à dire, beaucoup de gens n'ont pas aimé un peu le fait que c'était lui le roi phénix un peu légitime final lors de la fin des temps. Mais moi je trouve, alors peut-être qu'on peut critiquer la façon dont ça a été dévoilé, mais moi je trouve qu'au contraire, Malérion était peut-être en fait celui qui était destiné justement à devenir le roi phénix. Parce que en fait à la fin des temps, qui était mieux désigné pour un peu diriger les elfes que l'un des plus anciens seigneurs elfiques qui était capable justement de manipuler les puissances de la ruine, d'utiliser justement les puissances de la ruine contre elle-même, qui pouvait asservir des démons, tuer des démons même. Non, clairement, je pense que Malérion est un peu destiné à combattre le chaos, un peu comme son père en fait. Et je pense que ce serait bien de... Alors certes, ça va pas être un bisounours non plus. Je pense vraiment que quand il va arriver, il va faire des actes un peu douteux, presque comme sa mère. Mais je pense qu'il sera jour contre le chaos et qu'il sera un allié de l'ordre, personnellement. Bah, à ça, j'ai envie de répondre, les actes douteux, il les fait déjà. Il surveille un peu les forces de Sigmar via la... Comment ça s'appelle la fosse où il s'entraîne? Le Gladiatorium. Il les surveille. Donc, si jamais il doit mener des actions contre les Éternels, il peut contrer toutes leurs tactiques. Il sait absolument ce qui se passe. Donc, pour moi, ça va... Alors, de ce qu'on sait du lore de lui, comparé aux autres du Elfix, ça a l'air quand même d'être le meilleur d'entre eux, vis-à-vis de son traitement, vis-à-vis de son peuple. On se souvient de Théclis et les Idonettes, la grande histoire d'amour. Donc, pour l'instant, de ce qu'on sait de Malérion, il a quand même toujours œuvré dans l'intérêt de l'ordre. Pour rappel, du coup, les dieux elfiques ont... C'est vrai que, juste au cas où, pour ceux qui savent pas, mais les dieux elfiques ont enfermé Slaanesh et ont extrait les âmes elfiques qu'il avait dévorées pour créer de nouvelles espèces. Et Tyrion, la première qu'il a créée, la première espèce, c'était les Idonettes, et il a failli tous les tuer parce qu'il a vu qu'ils étaient mal faits. Là où Malérion a été bien plus compréhensif et clément, a été un meilleur créateur, un meilleur père, en fait, que Théclis, ce qui est assez surprenant, quand même. Bah, parce que Malérion a aussi tenté de créer sa propre race d'elfes qui a un peu mal tourné. Lui a pas cherché à les exterminer tout de suite. Il s'est pas dit « Attends, t'es moche gamin, attends, je vais te slasher, je vais recommencer. » Mais il est dégueulasse. Donc, tu shootes dans les airs. Et paf dans le bébé. Non, c'est... Rien que pour ça, Malérion a quand même un côté beaucoup plus good guys, une vibe beaucoup plus good guy que Théclis. Alors, Tyrion aurait protégé les ancêtres des Idonettes de la fureur de son frère. Donc bon, je m'attends à ce que quand lui arrivera, on en apprenne des vertes et des pas mûres sur lui aussi. Donc finalement, j'aime bien ce côté. Alors, on a sa mère qui a un peu fait des bêtises avec un Virgard qui a pris une cité à Sigmar. Mais j'aime bien ce côté un peu, cet inversement par rapport à Battle, où les descendants des elfes, des hauts elfes, sont un peu des enfoirés, surtout avec ce qu'ils font avec les humains, là où les elfes noirs pourraient être beaucoup plus et tolérants et bienveillants avec les gens sous leur protection. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Je pas jusque là, mais je dirais que c'est plus ou moins autant des enfoirés des fois, mais les elfes noirs sont peut-être plus honnêtes là-dessus. Ils s'en cachent pas. Les elfes du royaume des ombres, plutôt, disons. Ah, c'est le royaume comme des Kuba aussi, faut pas l'oublier. Trahison. Mais jusqu'ici, en fait, Malérion, si on observe toutes ses actions, il a créé le Gladiatorium, même s'il voit à travers, ça a quand même sacrément aidé Sigmar et les Éternels. C'est un endroit, en fait, une sorte d'endroit un peu qui sert de simulation, presque de Matrix, où vous pouvez vous tuer autant que vous voulez sans que ça ait vraiment d'incidence réelle. C'est un genre de dôme d'illusion. Donc c'est parfait en fait pour entraîner en fait des troupes. Vous pouvez créer en fait des soldats d'élite en l'espace de peut-être de quelques semaines, quelques mois, sans vraiment risquer leur vie ou leur santé mentale ou quoi que ce soit. Donc c'est très utile pour le coup, militairement parlant. Il a aidé aussi à cacher
Azir des dieux du chaos avec Teclis. Donc ils ont usé du coup de magie de la lumière, de magie d'ombre, magie un peu paradoxale, qu'ils ont aussi utilisé pour les chaînes de Slaanesh. Il a aussi participé à la création des chaînes de Slaanesh, qu'ils ont ensuite liées à des concepts un peu cosmiques. Donc vraiment, toutes ces actions qu'on connaît jusqu'ici ont été majoritairement positives. Donc, non, personnellement, je pense qu'il est un peu différent de l'être qu'il était un peu dans l'ancien monde. Il n'est plus, en fait, c'est plus le Dark Vador de fantasy, entre guillemets. Son corps n'est plus intégralement brûlé et il est plus en souffrance constante. Maintenant, c'est un dieu lié au vent de l'ombre, quoi. Ouais, il œuvre vraiment pour que ça se passe bien, pour que le chaos ne fasse pas trop de mal. Et il est vraiment dans cette démarche. Comme tu dis, c'est plus le Dark Vador, hein. C'est clairement ça. Il est là même presque en chevalier de l'ombre, agir pour le bien sans prendre forcément la gloire. Après, bon, comme a dit Aurelius, ça reste quand même des maîtres dans un peu de sournoiserie, tout ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense pas qu'il soit là pour être mauvais. Et au contraire, il veut que ça se passe bien. Ma foi, je vous propose de passer à la prochaine question, qui est toujours un peu liée à Malérion. Donc c'est une question qui revient souvent. On a parlé justement un peu dans les potentielles nouvelles factions pour l'ordre par rapport aux Umbranet ou aux Zul'Gurati, la faction de Malérion. Et qu'est-ce qui pourrait être en fait la toile umbrale et les démons des ombres. Donc la toile umbrale, c'est une espèce d'entre-dimension, un peu, on en parlait un peu plus tôt justement quand on parlait du mandat d'Azir, une sorte de dimension presque parallèle qui permet à ceux qui peuvent y voyager de rentrer et sortir et de pouvoir un peu éviter toutes sortes de protections physiques ou magiques dans le monde réel en fait. Toutes sortes de murs, de barrières, etc. Ils peuvent même voyager entre guillemets en parallèle à travers d'un royaume à l'autre, dans le vide en parallèle du vide éthérique, pardon, ou aller voyager dans les abysses, notamment les rôdeurs de l'ombre Kénit ont fait ça pour Morathi, pour aller voler la lanterne ocarienne des Idonettes. Enfin, c'est particulier et en même temps ça fait un peu penser à la dimension, à la toile des Eldar noirs notamment aussi, des Drukhari. C'est pour ça aussi d'ailleurs il y a souvent un peu des petites blagues un peu en mode est-ce qu'il y a une connexion du coup avec 40K, qui sait. Donc selon vous, à quoi correspond un peu cette toile ombrale? Alors, pour moi, j'y vois totalement un parallèle avec la toile de 40K, mais cette fois-ci avec un côté ombre un peu plus dark, finalement, là où la toile, c'était quelque chose de tellement mignonné, c'est pour voyager. Bah, quand même, il y a des trucs pas clairs dans la toile des Drukhari. Il y a les Drukhari eux-mêmes qui sont un peu dark quand même, on va dire. Mais ça c'est autre chose. Aussi. Donc j'y vois bien quelque chose d'utile aussi pour voyager, pour être indétectable du chaos. Et même si on sait que Be'lakor peut l'utiliser, mais Be'lakor étant un peu en genre de demi-dieu de l'ombre, est-ce que c'est vraiment si étonnant que ça? Alors on peut tout à fait voir du coup une opposition entre Malérion et Be'lakor. Si jamais Be'lakor arrive avec sa sous-faction un jour, on sait contre qui l'envoyer. Mais ça pourrait être intéressant d'avoir un peu une alternative de voyage aux portes de royaume, utilisable du coup par la faction de Malérion. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va en entendre parler beaucoup dans les prochains temps dans le lore. Parce que, bah, voilà, déjà avec la potentielle arrivée des Umbranet très prochainement, et avec la contre-attaque de Be'lakor qui devrait être imminente. En tout cas, voilà, on va en entendre parler. Elle peut être utilisée par beaucoup de personnages maintenant, mine de rien. Et du coup, forcément, bah, comme vient de le dire Aurelius, des conflits entre eux. Ça, c'est obligé. Et j'aimerais bien que cette toile umbrale, voilà, elle serve à Be'lakor, surtout pour se remettre en avant, prendre des infos sur ce que fait l'ordre via justement
via justement Malérion à son insu, pardon. Donc voilà, récupérer des infos, pouvoir un peu briller aux yeux des dieux du chaos de par ce qu'il est, hein, c'est-à-dire un maître de l'ombre pour le chaos, avec, avec à son service, pourquoi pas les furies ou quelque chose comme ça qui pourrait elle aussi utiliser la toile umbrale, je sais pas. Euh, à voir si, si effectivement des serviteurs de Bellacore peuvent l'utiliser ou pas. Je crois pas que ce soit dit actuellement, il me semble pas. Mais ça serait intéressant qu'ils puissent avoir des serviteurs qui peuvent l'aider à récupérer des infos et à donc pouvoir créer un plan pour contre-attaquer et faire mal aux forces de l'ordre. Peut-être, ma foi. Pour l'instant, c'est plus Moratti et Malérion qui ont l'air de l'utiliser, mais Bédakor l'utilise aussi peut-être. Après tout, au tout début un peu de l'âge des mythes, Bédakor a essayé de prendre le contrôle un peu d'Ulgu, et la toile ombrale semble être très liée quand même à Ulgu. Mais Malérion l'aurait vaincu. Donc à voir comment ça peut évoluer. Et ça pourrait amener un autre lieu qu'on pourrait explorer dans le futur, en plus des héros immortels dans le futur, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est surtout que, en fait, Bellacore étant l'éternel deuxième, pour absolument tout, être toujours celui qui brille, mais pas jusqu'au bout, et qui se fait défaire à chaque fois, il y a forcément, enfin, en tout cas, j'espère, un moment où il va briller à 100%. À un moment, un de ses plans va marcher, va le remettre un peu au devant de la scène, puis, bien sûr, après, Archéon va le remettre en place. Mais je trouverais ça intéressant de se dire, ben voilà, l'éternel deuxième arrive à faire quelque chose. Pourquoi pas à travers cette toile umbrale, ça me semble pas mal. Est-ce que après sa première défaite face à Malérion, il a donc été vaincu, et pourquoi pas préparer ses forces pour contre-attaquer. Donc ça pourrait être intéressant de voir les deux armées arriver un peu sur le devant de la scène en même temps. La nouvelle faction de Bellacore avec les Umbranet ou les Zul'Gurati, pardon, parce qu'à chaque fois je dis Umbranet, mais c'est pas le bon terme si je dis pas de bêtises. Donc ouais, j'aimerais bien voir Bellacore pouvoir enfin briller et réussir un de ses plans jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois il est défait alors qu'il a tout donné et qu'il aurait pu briller, mais il y a toujours l'élément qui fait que, eh ben non. Donc je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir cette réussite, première réussite pour Bellacore, et je pense que la toile umbrale me semble être un bon endroit pour qu'il y parvienne. Bah, ça lui permettrait d'avoir un moyen un peu aussi d'échapper aux autres du Dico, d'avoir un avantage que les 4 autres n'ont pas, enfin 5 autres maintenant, 5 ennemis, et d'avoir un coup d'avance sur eux aussi. Donc cette capacité à bouger sans être vu est quand même incroyable. Que du coup tu te passes des portes royaumes qui sont quand même les points stratégiques des 8 royaumes. Oui, c'est ça. Puis même en point de règle, il y avait la fameuse éthérée qui a fait râler beaucoup de monde, la fameuse éthérée de Bellacore à 4+, tout ça parce que c'est un amas d'ombre, donc voilà, hein. Typiquement le genre de règle que les Zul'Gurati dont les Zul'Gurati pourraient bénéficier. Bon, bien sûr, revu maintenant, hein, comme il y a eu avec les Night Dawn notamment, la règle a été un peu refaite. Mais voilà, ça traduit vraiment, même en termes de règles, le lore qui est que, ben voilà, c'est le Dark Master, il sait utiliser l'ombre, l'avoir à son avantage, donc il a vraiment ce lien étroit avec la toile umbrale, et il aura encore quelques mots à dire. Ma foi, je vous propose de passer à la prochaine un peu question. Cette fois-ci, c'est un peu autour d'autre chose, d'une autre faction elfique, cette fois-ci autour des Idonettes. Et la question serait quelle est la nature de l'éthermère, du coup une sorte de magie qui semble être à la fois aussi une entité, parce que des mages peuvent la manipuler, des mages Idonettes peuvent la manipuler, mais aussi des prêtres peuvent invoquer des miracles un peu de l'éthermère. Et quelle serait un peu justement la nature des entités auxquelles du coup l'éthermère pourrait être liée,
ce serait un peu des dieux oubliés, des sortes d'entités, des créatures gigantesques qui sommeilleraient un peu au fond des royaumes mortels, qui font penser un peu aux Merwyn, notamment de l'Ancien Monde, et un peu justement, ça fait beaucoup penser à la magie un peu de la Côte Vampire, qui était un peu introduite dans dans Total War Warhammer. Et du coup, quelle serait selon vous un peu la nature de l'Éthermère? Alors, c'est vrai que l'éther-mère est une autre, du coup, magie slash substance slash essence magique divine. Et je m'attends, enfin, j'espère, je théorise, que ça serait du coup l'essence d'une divinité de la mer, qu'on n'a pas encore vue, qui serait du coup liée aux elfes, mais peut-être pas que, et qui pourrait représenter un peu les pouvoirs de la mer, représente quand même une bonne part de la superficie des royaumes, hein. C'est un peu comme la planète Terre, la majorité de la surface est recouverte d'eau. Donc avoir une divinité liée à ça directement ne serait pas étonnant. Et du coup que ce soit en fait son vent de magie le vent de magie de cette entité qu'utilisent les Idonettes finalement. Alors est-ce qu'il pourrait du coup utiliser les avatars un peu de Matlan et Atlan, c'est ça le nom qu'ils ont dans les deux Matlan, figurines ouais. Idonettes? Les Eidolon? Les Eidolon, voilà. Est-ce qu'il pourrait utiliser ça, que ce soit finalement des avatars de cette divinité des mers, d'une manière ou d'une autre? Peut-être. Je pense pas que Matlan reviendrait en tant que tel. Il y aurait beaucoup de divinités elfiques pour le cas. Je m'attends que ce soit plutôt autre chose du coup encore. Vraiment quelque chose de la mer sur les 8 royaumes. Quelque chose de puissant et d'ancien du coup. Oui, c'est ça. Les Terres-Mères, en tout cas, avec toutes les factions, donc, enfin toutes. Là, pour l'instant, on a les Idonettes, on a probablement les vampires, pirates qui vont bientôt arriver. Donc, on a quand même pas mal de factions là qui vont commencer à être autour du thème de la mer, de l'eau, en tout cas, de tous les océans qui recouvrent effectivement une bonne partie des royaumes. Donc, une puissance liée à cet élément. C'est pas incohérent, ça peut être l'essence de plusieurs dieux, des dieux desquels on n'aurait même pas encore entendu parler, qui auraient été là avec la création des royaumes, donc quelque chose d'assez ancien. Ça peut être aussi dû à l'essence de grandes apparitions, des monstres marins très puissants. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Les abysses sont très peu connus par l'homme. Ça peut se transcrire aussi dans Warhammer. Donc, il y a beaucoup de possibilités. On peut tout faire. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut vraiment tout faire. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Maintenant, à Games, de voir ce qu'ils ont envie de créer autour de ça. Mais j'ai hâte de voir des factions liées à l'eau arriver un peu plus, que les Idonettes se sentent moins seuls et qu'on puisse voir des kraken sur table, des crabes géants, des choses autour de l'eau parce que quand on Un voit la petit faction des Dreadfleet? Idonettes. Ouais, ouais, complètement, complètement. Exactement. Non, mais il y a beaucoup de choses à en faire et j'ai hâte de voir ça parce que les sculptures Idonettes sont magnifiques. Clair. Ils Bah, savent vraiment bien. c'est clair, bah, peut-être une fameuse un peu côte vampire, ou plutôt une, euh, une côte mort-vivante qui a été un peu teasée à certains moments. Donc ce serait intéressant d'avoir du coup la mort, du coup que Nagash ait un peu ses forces navales, qu'il enverrait sûrement beaucoup sur les Idonettes. Donc ça permettrait de mettre plus en avant aussi les Idonettes. Et ouais, un petit Dreadfleet en fait, même si en plus il y a aussi un genre de Dreadfleet un peu aérien qui a été un peu teasé. Enfin, qui commence, je trouve, à être teasé quand on voit que de plus en plus de factions ont accès à des engins volants, etc. Donc ça pourrait faire des modes de jeu assez sympas en fait. Totalement. Après, avoir une nouvelle... alors, on aurait une nouvelle faction aquatique liée à la mort. Pourquoi pas plus tard en envisager une liée à la destruction, à savoir un peuple marin vraiment du fond des océans, qui là où même les Idonettes ne peuvent pas aller, qui pourrait arriver et vouloir tout détruire aussi.
Il y a Les des fous Ouais, formes marins qui ont sont été quand même mentionnées. Bah, dans le BT des Idonets, justement, il y a des races, un peu des espèces un- de peuples marins qui ont été mentionnées et que les Idonets ont combattu un peu pour la domination des abysses. Il y a les, Merwin. les Merwyn, effectivement, des espèces d'hommes-poissons, les abolones, des espèces de créatures un peu abyssales, étranges, qui un peu contrôle mental, ça fait un peu penser presque à des flagellants mentaux, enfin c'est particulier, qui seraient peut-être aussi liés à ces fameuses entités, ces créatures abyssales dans les profondeurs. Euh, Pourquoi pas aussi. Tout à fait. Ouais, Et pour la du destru, un peuple de monstres, Cthulhu arrive, quoi. C'est sûr que Cthulhu arrive dans Warhammer. Bah, un peuple de monstres homme-crabe, limite, si on veut. Quelque chose d'autre qui apporterait et de la nouveauté à droite à gauche. Et du coup, avoir vraiment cet aspect, la mer mystérieuse, en fait. Même nous, sur notre planète, on ne connaît que 5% de nos fonds marins. C'est un univers inexploré. Pourquoi ce serait pas le cas à OS aussi? Hmm. Bah ouais, mine de rien, il y a beaucoup d'océans. Il y a des océans dans les 8 royaumes. Et il y a quasiment que Disneynet qui les explore jusqu'ici, hein. En tout cas en faction officielle, quoi. Donc clairement. Ma foi, je vous propose de passer ensuite à la question suivante. Une question qui me touche profondément, parce que c'est ma faction préférée, c'est la question autour des Sylvanettes, et sur le fameux âge de l'oubli de l'histoire en fait des Sylvanettes. Donc c'est une époque assez étrange. En gros, c'est toute une période de l'histoire d'Heroine Mortel qui a été effacée de la mémoire collective de tout le peuple sylvanette, et ce par la déesse Alarielle elle-même. Et on suppose que c'est durant cette période que les parias, du coup les sylvanettes un peu sombres, un peu corrompus, comme qui sont un peu étranges, qui sont apparus et qui sont menés par Drisha, du coup, euh, la reine des parias. Donc selon vous, un peu, qu'est-ce qui aurait pu arriver euh, pour, euh, pour forcer en fait Alarielle à effacer la mémoire de tous ses enfants en fait? Elle a fait une bêtise. Ah, elle a fait quelque chose en tout cas dont elle est pas fière. Que pour effacer la mémoire de tous ses enfants, c'est quelque chose d'horrible. Alors, on peut se demander quoi? Est-ce que c'est un lien avec le chaos? Est-ce que c'est un lien avec les autres forces de l'ordre? Est-ce qu'elle utilisait des âmes un peu bizarres? C'est. Faut vraiment se demander ce que c'est. Alors, c'est vrai que du coup, que les parias, il y a quoi? On a deux kits finalement. On a Drisha et les parias eux-mêmes Hmm. en kit plastique. On a techniquement un troisième avec la bande du bois noueux, qui sont techniquement des parias, mais qui sont transformés en parias parce qu'ils ont été touchés en fait par une infection, des parasites en fait qui rongent un peu leur bois et leur chair et qui les rend fous petit à petit. Donc c'est des squelettes qui sont devenus des parias dans des circonstances un peu particulières, mais c'est peut-être un indice sur ce qui est vraiment arrivé aux parias, qui sait. Qu'il se serait fait corrompre par quelque chose. Mais pourquoi effacer la mémoire de tout ton peuple alors? Peut-être parce Ben, que dans peut-être le pour se cas... sortir, Ah vas-y, vas-y. peut-être pour se sortir d'une situation, un mal qui allait arriver, qui allait ronger tout le royaume. Elle a dû user d'un sort ou quelque chose qui a eu des conséquences, hein. Je pense notamment quand il y a eu l'explosion, enfin la libération de vide à l'Ariel pour contrer le sort de Nagash. Il y a eu des conséquences derrière. Et ben là, ça peut être un peu pareil. Peut-être qu'elle a dû utiliser et user d'un sort tellement puissant qu'il y a eu des répercussions derrière. Et effectivement, pourquoi pas libérer un virus qui transforme ou quelque chose comme ça. Moi, ma théorie personnelle, c'est pourquoi est-ce que tu joues avec les souvenirs pour endiguer une sorte de virus? Bah, ce serait parce que peut-être que justement, ce serait plutôt une condition mentale, une genre de folie psychologique
qui s'est propagée chez les Sylvanettes et qui a réussi à endiguer en effaçant leur mémoire. Et ça, c'est marrant parce que ça ferait beaucoup penser à la folie d'Ushoran, en fait, personnellement. Parce que justement, les parias ont ce côté un peu, ont une sorte de folie, ont un lien justement entre eux, notamment Drisha, un peu la reine des parias, elle est un peu comme un phare pour les autres parias, et ils ont vraiment ce côté où euh, ils cherchent à protéger la forêt par tous les moyens possibles. En fait, ça fait presque penser à des Sylvanettes manchères. C'est un peu particulier, et comment ce fameux un peu, cette maladie mentale un peu se serait propagée parmi les Sylvanettes. Je me dis, si ça se trouve, vu que c'est similaire à Oshoran, on pourrait supposer que c'est peut-être dû à lui, en fait. Ça se trouve, parce que c'était pendant la T'imagines? Zémite, donc peut-être pas au même moment, on sait pas, mais ça se trouve, c'était peut-être dû à Oshoran, et que du coup, les Sylvanettes seraient peut-être justement des, des Sylvanes manchères, parce que d'autant plus que ce qui est marrant, c'est que Drisha et les parias apparaissent dans la même histoire où Shoran apparaît peu après, justement. Et ce, vraiment pas loin. Genre vraiment sur le même continent. Euh, et en plus, bien souvent, j'ai trouvé étrange que Ushoran avait un peu ce délire autour des saisons. Il a un peu sa cour de l'été à Giran, où il est connu comme Sumeros, le roi de l'été. Il a aussi une cour d'hiver à Shaish, où il est connu comme le roi de l'hiver. Il a un peu un délire étrange autour des saisons, et quelque chose qui est normalement associé aux Sylvanès, et je me demande si c'est pas un petit tease ou un indice. Il y a peut-être un lien. Après là, c'est une grosse supposition de ma part, encore une fois. Ouais, imagine le tableau, la folie d'Ushoran qui se répand chez les Sylvanettes. Et du coup, le seul moyen pour Alarielle d'endiguer ça, c'est d'effacer la mémoire pour pas que la folie s'empare de tout le monde. Donc elle a dû effacer la mémoire de tous ces sujets pour que la folie ne se répande pas. Ça pourrait être rigolo. Bah, est-ce que ça serait pas Ushoran arrive à contaminer les Sylvanettes d'une manière ou d'une autre, et les Sylvanettes commencent à s'imaginer une vie antérieure, peut-être du monde qui fut, de choses qui ne sont pas, et que pour contrer ça, Alarielle a dû effacer leur mémoire à tous. Comme ça, bon, bah, si tu te souviens absolument pas de ce que c'était avant, tu peux pas commencer à prétendre à être des choses que tu n'es pas si tu t'en souviens pas. Hmm. Peut-être pour ça qu'elle a effacé la mémoire. Après aussi, peut-être deuxième supposition, deuxième théorie, ce serait, je me suis toujours demandé en fait d'où venaient toutes les âmes des Sylvanettes. Parce qu'elle n'a pas utilisé d'Amelfic, pour autant qu'on sache. Certaines, on pense, venaient peut-être de graines du chêne des âges, c'est une possibilité. Mais aussi, peut-être qu'elle a utilisé quelque chose de pas clair forcément pour servir d'âme pour les Sylvanettes. Et peut-être que quelque chose a commencé en fait à leur rappeler ce qu'ils étaient avant, ce qui les a motivés à effacer la mémoire aussi. Encore une fois, c'est une autre grosse supposition. Qu'est-ce que tu aurais en tête en lien avec le chaos, du coup, d'anciens humains? Peut-être, ou peut-être des démons, je sais pas par exemple. ce serait étrange, mais à voir. À voir. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est très 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 curieux, quoi. Parce que Alarielle est quand même connue pour être assez bienveillante. Enfin, quand elle le peut. Ça reste quand même un peu l'incarnation de la nature, aussi bien la flore que la faune. Je dirais qu'elle est neutre. La nature est neutre, quoi, en un sens. Donc, à voir. Ma foi, on peut passer à la dernière question. On n'a plus trop de choses à dire là-dessus. Qui serait du coup sur alors cette fois-ci du coup sur les cités de Sigmar ou sur les humains en général dans l'environnemental, par rapport à peut-être une nouvelle divinité qui pourrait avoir dans le futur, qui pourrait arriver un peu, même si techniquement le panthéon de l'ordre est vénéré un peu par toute la cité de Sigmar.
Ils vénèrent aussi bien les dieux elfiques, Dwardin, humains, etc. C'est un panthéon un peu multiculturel, multiracial, en un sens. Mais il y a un peu une nouvelle divinité un peu qui commence à montrer un peu le bout de son nez, en la personne, du coup, de Morda, le dieu de la mort, qui s'est notamment un peu rapproché des éternels de l'orage, dans la chambre, les chambres de la perdition, un peu les éternels en fin de vie, on va appeler ça comme ça. Et il y a aussi peut-être un lien avec le culte de la roue. Effectivement, il y avait peut-être une petite supposition autour de ça. Parce que Garde-Braise, la cité qui a été explorée durant les croisades Éophore, l'élite des croisades Éophore, il semblerait qu'il y avait déjà un ancien culte de la roue dans ces ruines. Il ne vénérait pas forcément Sigmar. Là où le culte de la roue, officiellement, il vénère Sigmar et il le voit un peu comme celui qui fait avancer un peu la civilisation, la culture, qui fait un peu évoluer la civilisation. Un peu cette symbolique un peu de la roue qui tourne. Il y a peut-être aussi un petit lien avec Morda, parce que ceux qui vénéraient en fait, qui faisaient partie de cet ancien culte de la roue à Garde-Braise, semblaient vénérer un ancien dieu cendreux, un peu étrange, ce qui fait un peu penser à un genre de... C'est un peu un genre de dieu de la mort lié un peu aux cendres, peut-être au feu, etc. Parce que Morda est justement aussi un peu. Et il aurait apparemment, du coup, la divinité de Garde-Braise aurait été dévorée par Nagash. Et une fois de plus, Morda, dans certaines théories, il aurait aussi été dévoré par Nagash. Donc il y a peut-être aussi un lien. Et la question, du coup, c'est est-ce que Morda pourrait bientôt un peu revenir et devenir une nouvelle divinité pour les humains, pour les cités de Sigmar, selon vous? Alors, il est vrai que pour les humains, dans l'âge de Sigmar, pour l'instant, on a vraiment que Sigmar comme dieu, qui serait du coup pour les humains en tout cas quelque chose d'une religion monothéiste, même s'ils peuvent vénérer les autres dieux des autres races de l'univers. Donc avoir comme ça pas un concurrent, mais un deuxième dieu pour les humains pourrait ouvrir du coup l'arrivée d'un nouvel âge des dieux humains. Sigmar pourra avoir du coup de nouveau un nouvel allié avec lui pour contrer Nagash, et offrir aussi une opportunité à la mort, parce que pour l'instant on n'a que Nagash en dieu de la mort aussi, donc c'est aussi une faction monothéiste. Là c'est carrément une faction monothéiste en fait. Donc avoir une alternative en fait pour la mort, pour son peuple et les autres, et avoir un échappatoire à Nagash. Alors ça va rendre Nagash encore plus furieux contre lui qu'il ne l'est déjà. Mais si Sigmar arrive à faire renaître un dieu, ça pourrait être incroyable. Et comme les dieux pop les uns après les autres à OS en ce moment, c'est tout à fait quelque chose de possible. De là à ce que ça soit lui finalement le dieu de la culte de la roue, je ne pense pas. Je pense que le culte de la roue, ça va être autre chose encore. Pour moi, c'est en lien avec le chaos, on va pas se mentir. Parce que roue, chaos, étoile à 8 branches et tout et tout. Bah, Ish aussi a le symbole de la roue. Hein. C'est vrai. Mais le culte de la roue, il y a un truc pas clair derrière. Et là où Morda, c'est un peu plus... C'est vrai que la plus pontifex évident, Zenestra, mais- c'est littéralement une mort vivante de l'ordre. Encore une fois, fait un Elle peu est penser à louche. Morda, Elle est quoi, louche. techniquement. C'est un peu autour de la mort. Bah, disons qu'avec la Zenestra, tu vois pas des corbeaux lui tourner autour. Pour l'instant. Contrairement aux Éternels où ils ont les griffes corbeaux, comment ils s'appellent Les Morgriffes? les morts griffes. C'est très Ils ont quand inspiré même des comme... représentations. Ouais. Les griffes morts là qui sont finalement des représentations un peu de Morda, donc plus Les griffons de corbeaux ses morts. que roux. Griffons de ses morts. Bah en attendant, qui sont du coup des représentations comme physiques de Morda, là où le culte de la roue, bon bah il y a une roue, la roue elle tourne. Il n'y a pas beaucoup de plumes sur la roue là. Donc, Ouais, c'est ça, le culte de la roue, il n'y a pas trop d'apparitions de corbeaux, quoi. Alors que bah, c'est vrai que c'est clairement le corbeau qui représente Morda. En tout cas, bon, on voit bien que ça peut être quand même au niveau de Shaish, hein, de toute façon, que
que cette représentation divine serait la plus présente, notamment à Létis, je pense. Tétis, qui est En la tous cité les d'un corbeau, cas, c'est un peu le lieu de culte principal qui reste de Morda dans ouais, le Mortel. ouais, voilà, c'est ça. Donc, le culte de la roue lié à Morda, perso, j'y crois pas. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant, une mort vivante comme Zenestra qui gère un peu le culte de la roue. C'est perturbant. Mais pour ma part, je ne pense pas que ça soit lié. Il y a pas assez d'éléments qui pourraient montrer ça. Alors après, le culte de la roue, la difficulté, c'est qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente réellement? Donc les cycles, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi ça. Le fait qu'il y ait pas la présence plus de corbeaux, en tout cas, induit que ça ne peut pas être ça. Après, il faut bien un autre dieu pour les humains, ça, à mon avis, on y est, et un dieu de la mort serait vraiment cool, histoire de contrer un peu Nagash, là, qui commence un peu à faire tout ce qu'il veut, tout seul de son côté, à dire que Shaiish, c'est pour lui, mais bon, faut bien lui mettre des bâtons dans les roues, celui-là, sans mauvais jeu de mots. Après, je pense que maintenant, les dieux sont plus vraiment lock sur des races, pas dans AOS en tout cas. Genre, s'il y a un nouveau dieu, ce sera un nouveau dieu pour les cités Tigmar. Peut-être, et les cités Tigmar sont pas que des humains, même si sur le Wargame on en a l'impression, mais elles sont constituées de pas mal de peuples et d'espèces différentes. Euh, Donc, ouais, en fait, les cités Tigmar sont polythéistes, mine de rien, quoi. Quoi qu'il arrive. Bah, à ça, j'ai envie de dire que toutes les autres races ont plusieurs dieux, là où on a que Sigmar finalement pour les humains. Alors, on peut dire que Nagash a été humain un jour, si on veut, mais c'est quand même du coup Alors, le dieu de la faction de la non, mort. c'est moins un dieu pour les humains que un dieu humain, que Aussi, vous oui. direz. Ok. C'est avoir un deuxième dieu humain pourrait être intéressant, parce que Alariel, c'est une ancienne elfe, Tyrion, Teclis, Malerion, Morati, c'est des elfes aussi. Mazat, il y a quand même beaucoup de dieux d'elfes quand même. Et après, mine de rien, Euh, enfin, comment dire, il y a beaucoup de dieux mineurs en plus de cela. Il y a énormément de dieux. En fait, le panthéon de l'ordre était constitué de pas mal de divinités mineures. Il y a genre mention de divinités des rivières, du roi des chats. Enfin, il y a plein d'entités un peu assez immortelles, des dieux qui régnaient sur des petites régions des royaumes mortels. Mine de rien, il y en avait plein, des centaines en fait, en plus des dieux majeurs qu'on connaît du panthéon de l'ordre. En dieu mineur, on peut penser aux 6 forgerons des nains. Ils reviennent Si, ouais. souvent. Les 6 forgerons immortels, du coup les 6 disciples de Grogny, qui du coup forgent les armes et techniquement travaillent à l'enclume de l'apothéose à Azir. Ouais, mais Pensez tout à ça, c'est Kurnoth. effectivement des. Ouais, voilà. Mais c'est des dieux mineurs, et c'est pour ça que ce serait intéressant de voir un nouveau dieu majeur humain, parce qu'on a quand même en dieu majeur pas mal pour le panthéon Khasalid, pas mal pour le panthéon elfique. Bon, les dieux du chaos, maintenant, on commence à être pas mal là aussi, avec le racornu en plus. Donc c'est pour ça qu'un autre dieu humain serait intéressant, et pourquoi pas plus lié à la mort, parce qu'on sait que la mort, pour les humains, c'est quelque chose quand même de très, très central. Donc ça Encore une pourrait être fois, intéressant alors, d'avoir je vais être pas à cheval là-dessus, mais je pense vraiment pas que dieu humain, pour les humains, en fait, il y a plus vraiment de dieu vraiment spécifique à des races, quoi. Et après, si Morda, admettons, revient, pour qu'il devienne un dieu majeur, ça me paraît compliqué, parce que vraiment les dieux majeurs, leur particularité, c'est qu'ils sont liés au royaume eux-mêmes dans leur entièreté. C'est pour ça que ce serait compliqué. Il pourrait devenir un rival à Nagash, mais dans ce cas-là, il faudrait que peut-être qu'il cherche à devenir un peu, à se lier à l'essence un peu de Shaiish. Et c'est vrai que par cet aspect, Nagash a toujours été par rapport aux autres panthéons aux dieux du panthéon de l'ordre, il a toujours été un peu quelque chose d'opposé au royaume qui prétend gouverner en fait. La nécromancie, c'est une aberration techniquement pour le vent de magie d'Améthyste. Que du coup, on pourrait imaginer autre que Morda et la créature
du culte de la roue, une autre divinité humaine arrivée, en lien avec un royaume, pas un courant de pensée, mais quelque chose de concret. Je vois pas quoi, perso, mais c'est vrai que dans ces pistes en dieu quand même important pour les humains, on a ce sort de culte de la roue, qui est quand même assez build-up en opposition au culte de Sigmar, j'ai l'impression. Zenestra a l'air d'avoir quand même un agenda caché avec ça. Bon, j'espère qu'on va pas se taper la guerre religieuse dans les factions de l'ordre quand même. Mais à voir ce que ça va donner. Bah ma foi, sur ce, on a fini un peu toutes nos questions autour de la grande allégeance de l'ordre. Là, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant. En tout cas, ça m'a bien plu. On a un peu pu parler de pas mal de questions qui sont assez mystérieuses quand même. En tout cas, j'espère que vous aurez un peu apprécié cette petite discussion. Merci beaucoup à vous, Aurelius et Drakix, d'être venus. C'était très sympathique. Et hâte de vous voir pour la prochaine. Merci beaucoup Elrit, merci Drakix, c'était très très chouette. Et très bientôt du coup pour la vidéo de la mort et de la destruction. On a encore quelques questions et théories assez intéressantes pour elle, donc on va voir ce que ça va donner. Au revoir à tous. Merci beaucoup à tous les deux. Encore un régal d'avoir partagé nos points de vue sur ces différentes théories et hâte d'explorer les théories sur la destruction et la mort à nouveau avec vous deux. Merci beaucoup. À bientôt. À plus!